Ça, c'est le profit net. Monsieur, Oui. tu as-t-il une différence entre le coût de consommation qui est inclus dans les débits de vente et Oui. les dépenses de fonctionnement? Je pense qu'il y a une différence. Parce que lorsqu'on traite le throughput selon donc, la définition qui a été proposée à ce niveau-là, la consommation, elle est totalement proportionnelle. Ça veut dire on va juste considérer tout ce qui va être proportionnel au volume. Vous allez donc vendre plus, vous allez consommer plus. Ça veut dire vous allez consommer de la matière première, de transport, de la sous-traitance, etc. Mais pour tout ce qui est à ce niveau-là, dépenses de fonctionnement, non. Les impôts, les taxes, ils ne sont pas proportionnels. Donc, ils l'ont différencié. Donc, ça, c'est spécifique, ça veut dire, lorsqu'on parle de throughput, tout ce que vous avez vendu, vous allez soustraire à ce montant-là les consommations que vous avez réalisées en relation avec ces ventes. Ça veut dire la matière première, transport, la sous-traitance, et qui vont être d'une manière proportionnelle à ce volume-là. Ça veut dire une fois le volume il augmente, la consommation elle augmente. Alors que lorsqu'on traite à ce niveau-là, les dépenses engagées par l'entreprise, ça inclut les frais de personnel, les impôts, les taxes. On n'a pas dit que c'est proportionnel ou n'a pas proportionnel. Donc, il est spécifique, tout ce qui est consommation au niveau de throughput, il est spécifique, ça représente la partie qui varie avec le volume vendu. Donc, c'est ça la différence. Merci, monsieur. Alors, le premier indicateur, ça veut dire on peut construire d'autres indicateurs, dont le premier, c'était le profit net. Le retour sur investissement, comment il se calcule à partir de ces indicateurs? On va prendre le profit net et on va le diviser par l'inventory, par l'investissement. Donc, le profit qu'on a gagné, le profit net, divisé par l'investissement, l'inventory, ça va nous donner le retour sur investissement. Puis la productivité, ça représente le rapport entre les ventes, donc le débit des ventes, divisé par operating expenses, donc les dépenses de fonctionnement. Ce que vous avez reçu comme les recettes de vente divisées par les dépenses de fonctionnement. Puis donc, le quatrième exemple d'indicateur, c'est le cash flow. Donc, ça représente la différence entre le throughput, donc le throughput moins les dépenses de fonctionnement, moins l'investissement. Donc, ça veut dire le cash flow, c'est l'argent qui reste. Lorsqu'on va vendre un volume de produits, on va retrancher les dépenses de fonctionnement, puis l'investissement, pour qu'on puisse trouver combien il nous reste comme argent dans la trésorerie de l'entreprise. Donc, ce qu'on appelle le cash flow. Et lorsque le cash flow il est positif, ça veut dire l'entreprise il est dans une situation financière, une bonne situation financière,
Donc, il peut faire d'autres projets, d'autres investissements. S'il est négatif, ça veut dire qu'il a beaucoup de dettes et c'est difficile de sortir s'il ne trouve pas donc un issue par la suite. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui va, ça veut dire, vous donner plus d'explications et surtout plus de lisibilité sur le cash flow. Je vais utiliser ce lien. Pardon. Fatigué de payer trop cher pour un hébergement web lent et limité? Découvrez l'offre révolutionnaire de LWS. EBITDA, VAN, Cashflow, BFR. Quand on entend ces mots dans entreprise, oula, c'est un peu comme si on débarquait sur une autre planète. Et pourtant, ce ne sont que des indicateurs financiers très faciles à comprendre. Le cashflow, par exemple, qu'est-ce que c'est? Le cashflow, c'est le flux de trésorerie dont dispose l'entreprise. Pour le calculer, c'est très simple. Le cashflow est la différence entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. L'argent qui rentre, cash in, ce sont les revenus liés aux activités commerciales de l'entreprise. L'argent qui sort, cash out, ce sont toutes les charges et les dépenses de l'entreprise. Il y a les frais de personnel, des locaux, du matériel, tous les achats et les impôts évidemment. En faisant la somme des cash in moins la somme des cash out, on obtient le cash flow. Le cash flow est un transfert réel d'argent qui ne tient pas compte des éléments purement comptables, comme les amortissements par exemple. Le cash flow, à quoi ça sert? Le cash flow est un indicateur financier qui permet d'évaluer la solvabilité de l'entreprise et sa capacité d'autofinancer de nouveaux investissements. Le cash flow évalue la robustesse du business. Il peut être positif ou négatif. Un cash flow négatif signifie qu'il y a davantage d'argent qui sort de l'entreprise qu'il n'en rentre, ce qui a des conséquences importantes. Il faut alors prendre des emprunts pour pouvoir remplir les obligations financières, et emprunter coûte de l'argent. Lorsque le cash flow reste négatif trop longtemps, une spirale infernale se crée dont il est difficile de sortir. Un cash flow positif signifie que l'entreprise dispose de liquidités et qu'elle peut envisager de nouveaux investissements. Et voilà, ce n'est pas si compliqué finalement. C'est bon, vous arrivez à voir clairement la notion de cash flow? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Alors, dernière chose par rapport aux indicateurs de performance de la théorie de contrainte, je l'avais signalé au moins une seule fois lorsque on a commencé le cours. Alors, selon, ça veut dire cette théorie de contrainte,
le premier, ça veut dire indicateur sur lequel il se concentre, c'est tout d'abord, c'est le throughput. Ça veut dire on va se focaliser sur l'augmentation de débit des ventes avant même de penser à réduire les dépenses. Donc, ça veut dire on va s'intéresser par la suite à réduire tout ce qui est investissement et enfin la réduction des dépenses de fonctionnement. Donc, ça veut dire cette philosophie ou cette vision, elle est différente à la comptabilité classique, disons. Donc, ceux qui ont développé la théorie de contrainte, ils disent que au lieu ça veut dire de se focaliser en premier lieu sur les coûts, nous, le plus intéressant, c'est le débit des ventes. Ça veut dire on va faire augmenter le volume de ventes sans se limiter par les coûts. On va réaliser beaucoup de ventes. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, on va s'intéresser à la réduction des coûts. Tout d'abord, tout ce qui est investissement et en dernier lieu, les dépenses de fonctionnement. Donc, c'est ça ce que j'avais signalé, si je me rappelle, à un moment donné. Donc, je l'avais signalé à ce niveau. Lorsque nous avons présenté les objectifs de la théorie de contrainte. Pourquoi? Réduire, augmenter le débit des ventes. Oui, je l'avais signalé en disant que la théorie de contrainte, il s'intéresse en premier lieu à augmenter le débit des ventes avant même de penser à réduire les coûts. Et c'est ça même ce qui a été mis à ce niveau-là. Améliorer la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est à travers le throughput, plutôt que par la réduction des coûts. Donc c'est à ce niveau-là exactement, je l'avais signalé. Donc le premier souci, c'est le throughput plutôt que la réduction des coûts. Ça veut dire que la théorie de contrainte, ça ne veut pas dire que la théorie de contrainte ne s'intéresse pas à la réduction des coûts. Mais ce n'est pas le premier souci. Le premier souci, c'est déjà d'améliorer la rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaires, le throughput. Et le dernier point, c'est les bonnes pratiques. Et comme ça, vous allez trouver la combinaison et la synergie entre la théorie de contrainte et les méthodes Lean Manufacturing. Alors, pour les bonnes pratiques, si on va traiter tout ce qui est en relation avec le temps de changement de série, alors sur quelle machine faut-il appliquer un chantier SMED? Ça veut dire si on veut le mettre dans un contexte général. Sur quelle machine il faut appliquer le chantier SMED? Les machines Un temps goulot. de changement plus grand. Sur La machine goulot. Non, je parle d'une manière générale. Lorsqu'on a traité la méthode SMED dans le cours, on va l'appliquer sur quelle machine?
Monsieur, la machine a le taux de changement de série كبير. Donc, le temps de changement de série le plus important et le plus fréquent. Donc, c'est ça ce qu'on a dit lorsqu'on va choisir quelle est la machine sur laquelle, ou le poste sur lequel on va appliquer le chantier SMIC. Donc, on a dit, ayant le temps de changement de série le plus grand et répétitif. Ça, dans un contexte général. Alors, lorsqu'on va se placer dans le contexte de la théorie de contrainte, on va changer, ça veut dire la priorité, il sera la machine Gould. Alors, dans la logique de la théorie de contrainte, SMED doit être appliqué sur la machine, doit tout d'abord être appliqué sur la machine Gould pour diminuer le temps de réglage, ainsi gagner en capacité. Donc, ça veut dire, c'est toujours la priorité, elle va être donnée à la machine Gould. Ensuite, on va l'appliquer sur une machine non Gould pour diminuer la taille du lot et augmenter la rentabilité, ça veut dire la flexibilité. Mais comme bonne pratique, lorsqu'on va essayer de mettre les pratiques de ligne avec la théorie de contrainte, la priorité, elle sera donnée dans un chantier SMID à la machine Gould. Alors, pour améliorer la fiabilité des machines en appliquant une maintenance préventive. Donc, ça veut dire qu'on veut augmenter la fiabilité, la disponibilité des machines par la mise en place d'une politique préventive d'une manière générale sur quelle machine il faut l'appliquer. Machine de poste Gould. Lorsqu'on a étudié la maintenance, est-ce qu'on a dit qu'il faut l'appliquer sur la machine Gould? Non, la machine avec la plus faible fiabilité. Donc, ça veut dire la machine critique ayant la plus faible fiabilité et qui est critique parce que donc elle va pénaliser la productivité, elle va pénaliser donc elle va toucher la qualité du produit, etc. Donc, c'est la machine la moins fiable. Ce n'est pas la machine Gould. Alors que dans la théorie de contrainte, donc on va l'appliquer sur la machine Gould. Alors, dans la logique de la théorie de contrainte, cette politique préventive, elle sera réservée à la machine Gould. C'est pour augmenter sa disponibilité, sa capacité de production. Alors, en conclusion, on peut dire que la méthode de la théorie de contrainte, donc il suggère de mettre en place d'autres actions de ligne en se focalisant d'une manière prioritaire sur la machine Gould, sur le poste Gould. Ça veut dire toutes les actions qu'on peut mettre en place et qui peuvent améliorer la situation, ils doivent s'orienter tout d'abord vers la machine Gould. Alors comme ça, on a terminé ce chapitre de la théorie des contraintes. Donc il reste quelques applications donc, qu'on peut réaliser. Donc, on ne va pas les faire tout de suite. Ça suffit pour cette séance. Sauf si vous avez des questions. Là, c'est bon. Il reste juste 2 slides maximum. De toute façon, on l'a déjà vu ça. Oui.
la somme des optimums locaux n'est pas égale à l'optimum global. On l'a déjà vu parmi les règles. Et nous avons à ce niveau-là un exemple qui dit que ce n'est pas parce que chaque salarié, chaque atelier, chaque service de l'entreprise il est efficace que l'on a une entreprise globalement efficace. Donc ça veut dire il ne fallait pas tomber dans le piège des optimums locaux. Si chacun il fait son travail correctement d'une manière indépendante des autres, ce n'est pas l'optimum qu'on cherche. On aura le meilleur, ça veut dire la meilleure optimisation lorsqu'on va penser d'une manière globale, et c'est ça le fruit de la théorie de contrainte. On l'a déjà de toute façon, on l'a déjà étudié. Alors il faut que l'ensemble travaille dans le même sens et dans le même but commun, c'est la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça le but de la théorie de contrainte. C'est en priorité de se focaliser sur les points critiques et il faut penser d'une manière globale pour que donc l'optimisation soit meilleure. Il ne faut pas donc tomber dans le piège de se concentrer sur les optimums locaux. Donc comme ça, on a fait le nécessaire par rapport à la partie cours. Donc il reste, je pense, une application. Donc on va la traiter la séance prochaine, Inch'Allah. Sauf si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser avant qu'on puisse clôturer la séance. Pas de questions? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, si c'est bon, donc je vais vous libérer. Je pense que si vous avez donc un cours à distance pour l'après-midi. Donc, avant de quitter, s'il vous plaît, mettez salam.
Bon courage. Salam alaikum. Merci, monsieur.